Bienvenue à tous dans Perdu dans le Warp saison 2. Donc comme d'habitude, cette émission est hébergée par MyHobbyPlace, qu'on remercie au passage. Donc c'est un site que vous devez connaître, j'imagine, si vous achetez vos figurines. Donc aujourd'hui, je reçois Oksawa, salut. Salut Iggy. Alors on t'appelle Oksawa? Oui, tout le monde m'appelle Oksawa, en tout cas sur les réseaux, etc. C'est le pseudo que j'ai choisi d'utiliser. Voilà. Et donc tu as plusieurs choses, donc on va faire connaissance. Donc tu as une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, tu as même plusieurs chaînes, je crois. J'ai plusieurs chaînes YouTube, effectivement. J'ai ma chaîne principale qui est consacrée au lore de Warhammer 40 000. Et j'ai des chaînes secondaires où je pose notamment mes VOD, mes rediffusions de live. De Twitch, ok. De Twitch, tout à fait, où j'ai une chaîne et où j'ai repris récemment les lives. Alors si tu as déjà vu les émissions, tu sais par quoi on commence toujours par comment tu es venu en fait dans le monde du jeu de figurines. Alors, comment je suis venu dans le jeu de figurines? C'était il y a 20 ans. À peu près. Alors, t'as quel âge aussi maintenant parce que... Alors maintenant, j'ai 35 ans. 35 ans. Voilà. Et j'avais 15 ans à peu près. Voilà, j'avais 15 ans et c'est mon meilleur ami qui m'a fait découvrir ce jeu de figurines. Je me souviens encore, c'était ces époques où on allait chez les amis et puis on passait la nuit chez l'un et l'autre passait la nuit. Et puis à un moment, il me montre cette figurine, c'était un Gene Stealer en plastique bleu. Et c'était ceux de quoi, de Space Crusade, ça, non? Eh bien, je sais pas, de Space Hulk ou peut-être d'une version de base. J'ai jamais su. Il en avait 5. Et j'ai senti... et il m'a expliqué, alors ça c'est des tyrannides, mais là il y a des Space Marines, etc. Mais tu peux aussi jouer des Eldar noirs. Lui, il voulait jouer les Eldar noirs, etc. Et j'ai tout de suite été happé par ce monde. Et je m'y suis mis à ce moment-là, en fait. Donc vous y êtes mis tous les deux, en fait? Parce que finalement, s'il avait avec 5 figurines, il y était pas non plus... Oui, on s'y est mis tous les deux. Alors bizarrement, on est passé par Warhammer Battle. Ah, la première boîte. Malgré l'amour des Gene Stealers. Voilà. Pourquoi? Alors je sais pas, parce que en fait, à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet comme on a aujourd'hui, et donc on prenait un peu ce qu'on trouvait. Et puis il a pris la boîte de Warhammer Battle. Je me souviens encore, il y avait les figurines de l'Empire. Et puis les figurines des orques, les toutes vieilles, sur socle carré. On avait, je crois, 10 lanciers, 10 tireurs, je me demande... non, 10 lanciers, je crois. On avait un canon de l'Empire et peut-être un chevalier de l'Empire. Et en face, les orques, ils avaient 10 orques avec les 2 qui coupent, 10 orques archers et l'orque sur chariot avec les petits sangliers. Et on avait commencé comme ça. D'accord, mais c'est bizarre de ne pas avoir été sur 40 000, parce que vous avez acheté votre boîte où en fait? En magasin game? C'était un revendeur? Alors on était en Lorraine dans des petits villages et à l'époque on n'avait pas de permis et nos parents nous emmenaient pas comme on voulait partout. Du coup non, c'était chez des petits revendeurs. Les libraires faisaient parfois du Warhammer, etc. Mais c'était vraiment au petit bonheur de la chance. On n'avait pas encore trop... on avait ces magasins qui vendaient par contre des jeux vidéo. Ça à l'époque c'était encore très tendance et certains d'entre eux avaient décidé de se diversifier et de vendre quelques Warhammer à côté derrière le comptoir. Donc du coup tu as commencé en touchant un Gene Stealer. Finalement, tu achètes une boîte de Warhammer. Voilà, et après, du coup, tu continues à jouer, j'imagine? Oui, après, je m'y suis mis. Et j'étais un gamin, donc il n'y avait pas vraiment de construction de listes, d'armées, etc. Tu jouais à l'envie avec... C'était un peu ça, on jouait... Alors, j'imagine que beaucoup vont se reconnaître, mais les décors, c'était des boîtes à chaussures. Ouais. Et puis, alors, il y en avait très peu à l'époque. On est loin des formats WTC, où c'est calibré, où les tables sont symétriques, etc. Là, on avait 1 ou 2 boîtes à chaussures et on était déjà très contents. Donc, c'était... Alors, comment ça a évolué? Est-ce que tu as fait des tournois? Tu as été dans une association? Alors, ma première copine vivait à Paris. Et du coup, avec elle, on a fait tous les Games Workshop de Paris. Et à l'époque, je jouais Necron. Ok. Et, elle jouait déjà ou c'est toi qui l'as embarqué dans le jeu? Non, elle jouait pas. Non, elle jouait pas. Ça l'intéressait pas plus que ça. Éventuellement la peinture. Et j'étais embarqué dans un tournoi organisé par un des Games Workshop, puisque ça s'appelait encore Games Workshop à l'époque et ça n'avait pas changé le nom en boutique Warhammer. Et c'était un petit tournoi à 700 points. Je crois qu'il fallait mettre un QG, un troupe, un attaque rapide ou un truc comme ça. Enfin, format games un peu débutant. Je me souviens que je l'avais gagné celui-là. C'était mon seul petit tournoi. Premier tournoi, tu démarres et tu gagnes. Ouais, voilà, c'était un petit truc. Les Necrons étaient un peu cheatés. Ils se relevaient tout le temps et à ce format-là, ils gagnaient vraiment fort, ouais. Je l'ai encore cette armée de Necrons d'ailleurs. Ouais. Ok. Et du coup, alors après, comment ça a évolué? Parce que là, t'avais quel âge? T'avais dans une vingtaine à peu près, tu m'as dit? Voilà, donc là j'avais, exactement une vingtaine d'années. Et après, j'ai fait mes études. Ouais. Donc là, j'ai arrêté. J'ai fait une pause.
de Warhammer 40 000 tout le long de mes études parce que le budget étudiant étant ce qu'il est, les figurines, Ah bah ça reste un budget. voilà, ça reste un budget. Je trouvais aussi que les versions changeaient trop vite pour mon budget. Donc du coup, j'avais beaucoup de difficultés à tenir le rythme, donc j'avais arrêté. Et puis mon meilleur ami était passé sur autre chose aussi. On a joué à WoW à l'époque. On a été absorbé par World of Warcraft à ce moment-là. Et puis surtout les études, on s'est un peu séparés. Alors d'abord, j'ai fait mes études à Nancy, donc en Lorraine, de BTS. Et puis après, je suis parti à Metz pour ma licence. Et ensuite, je suis allé à Rouen, en Normandie, pour mon école de commerce, où j'ai étudié l'entrepreneuriat. Et pendant ces temps-là, non, il n'y avait plus de place du tout pour le hobby. Déjà parce qu'on déménage tout le temps, donc les figurines, il faut les transporter, c'est Ouais. délicat. Donc c'était resté au grenier dans la maison familiale. Et alors justement, comment c'est revenu? Parce Comment qu'on c'est imagine que c'est revenu quand même, sinon on ne serait Alors, pas là aujourd'hui. c'est revenu pas de la façon la plus heureuse, je te le cache pas, puisque c'est revenu suite à un drame familial en fait. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma maman de manière un petit peu brutale. Et puis j'étais à Paris, je travaillais dans un cabinet de conseil et d'audit. Et puis forcément, c'est une période de la vie qui est terriblement difficile, qui pour moi a tout bouleversé, qui a bouleversé ma façon de penser, ma façon de travailler, même d'envisager le travail. Je faisais des heures à rallonge dans ces cabinets à la Ouais. Défense en tant que cadre. Et, euh, et mon entreprise a jugé bon de me reprocher mes absences en raison de mon deuil. Ça a mené à un conflit. Aujourd'hui, j'ai quitté cette entreprise et j'en profite en fait. Et j'en ai profité. Je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose qui me plaît. J'ai plus envie de vivre juste pour mettre de l'argent de côté Ouais. et faire de l'argent, de l'argent, de l'argent pour vivre, toujours courir T'avais après trop d'argent. un statut social, etc. Alors, j'avais pas trop d'argent, mais je gagnais très bien ma vie, effectivement. Ce qui me permet aujourd'hui peut-être d'essayer en fait de prendre un petit peu de temps pour lancer mes différentes chaînes de création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et en fait, ce que j'ai fait pour aller mieux, c'est que j'habitais rue Lafayette à Paris, dans le 9e arrondissement, à quelques pas en fait de la boutique Warhammer Paris 9. Et j'ai T'as eu envie de commencé. te replonger dans l'atmosphère En de fait, quand je t'étais suis plus petit. retourné dans cette boutique Ouais. et je m'y suis remis à ce moment-là. Je suis devenu ami d'ailleurs avec l'ancien manager de Warhammer Paris 9, Olive, qui se reconnaîtra et qui est devenu un ami d'ailleurs. Je l'ai invité à mon mariage et j'y allais tous les jours. C'était encore à l'époque, c'était juste avant l'époque où les boutiques Warhammer ont effectué un petit peu un changement, Ouais, un changement. Ouais. où en fait avant il y avait les communautés des boutiques. Mm. Là où aujourd'hui maintenant les boutiques sont plutôt des lieux de rendez-vous pour les débutants, en gros. Proposer la première figurine à peindre, proposer la première partie, les premières lancers de dés, quelques explications et les premières figurines. Ils ont d'ailleurs rétréci les gammes qu'ils ont en boutique pour uniquement ce qui se vend Ouais. le plus et ce que les débutants vont le plus savoir. À l'époque, j'y allais et j'y restais toute la journée. Je peignais toute la journée, j'allais manger, je revenais l'après-midi et Donc à cette époque, t'avais pas de travail. et à T'avais cette quitté époque, ton non, je ne travail. travaillais pas, non. Et je peignais. Et ça m'a fait un grand bien. Cet univers, ces figurines, la peinture notamment, surtout la peinture, euh, m'a vraiment permis d'aller mieux. M'a vraiment permis de trouver un refuge. Et aujourd'hui encore, quand je rentre dans une boutique Warhammer et que je suis entouré de toutes ces figurines, de toutes ces boîtes, je me sens bien, je me sens un peu comme à la maison, je me sens en sécurité. Quand aujourd'hui on voit le monde dans lequel on vit, que ce soit avec les guerres, les crises politiques, financières, on vit de plus en plus mal, il y a de plus en plus d'inégalités, de pauvreté, etc. Les figurines sont de plus en plus chères. Et c'est bien d'être dans cet univers d'enfant un peu, et d'accepter l'enfant qu'on a en nous, et de se dire, voilà, là je suis chez moi, je suis dans ma bulle, et ce qu'il y a en dehors, ça n'existe pas. Et ça, c'est ce qui m'a motivé en fait à me lancer sur les réseaux. Tout d'abord sur Twitch. Oui, parce que du coup, alors, il y a eu l'étape, tu étais revenu dans la figurine, Oui, tout à fait. parce que tu avais besoin de te retrouver, de retrouver un cadre agréable. Oui. Et puis au final, tu as joué de plus en plus. Et tu t'es dit, tiens, je vais aller dans les réseaux. Alors, les réseaux, genre en mode, je vais aller sur les forums, les groupes Facebook ou YouTube, ou vraiment tu te dis, je veux m'exposer et créer quelque chose. Alors, tout d'abord, j'étais dans la collection de figurines, c'est-à-dire Mhm. que moi, c'était presque un achat compulsif. Acheter me faisait du bien, alors là, j'imagine que beaucoup vont se reconnaître. Acheter les figurines, faire grandir la pile de la honte. Aujourd'hui, On appelle ça une pile au trésor. j'ai, Faut être positif. ouais, la pile of potential, comme ils disent aussi. Voilà. Voilà, ça existe. Et j'avais 1000 points de toutes les armées de Warhammer 40 000.
T'as toujours été sur Warhammer, en fait, chez Games Workshop, ou t'as essayé de voir d'autres jeux, ou t'es vraiment resté Alors j'ai Games fait, Workshop? alors ça c'est plus récent. J'ai fait un petit passage chez Gasland, Ouais. puisque au French Wargame Café que je fréquente régulièrement, il y avait une petite communauté Gasland qui s'est Mhm. montée. Mais sinon non. Au début je faisais tous les jeux de Games Workshop. En fait, le but c'était d'avoir de la figurine. Donc j'ai fait Blackstone Fortress Ouais. et j'ai fait de l'AOS et j'ai fait du Blood Bowl. C'est d'autres figurines. Moi c'était vraiment l'amour de la figurine. Et puis après, j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais pas jouer à tout et que si je voulais jouer de manière assez efficace, parce que c'est quand même des jeux qui, quand on commence à monter dans le niveau, sont exigeants, il fallait que je fasse un choix. Et mon choix s'est porté sur Warhammer 40 000. Ok. Pourquoi? Parce que vraiment c'était le premier jeu qui t'avait fait venir, ou parce que tu trouvais que c'était le plus intéressant, ou celui où il y avait la plus grande communauté? Alors c'est celui qui a C'était le quoi plus ce grande choix? communauté, ça a joué. Ouais. Et moi j'adore cet univers futuriste. J'ai toujours adoré, aux grandes dames d'ailleurs de ma femme qui préfère AOS et qui aurait peut-être été davantage embarquée dans AOS, même si aujourd'hui elle me soutient dans mon projet sur 40K. Elle a même une petite armée de Thousand Sons qu'elle peint de temps T'as en réussi à temps. mettre ta femme aux figurines? Oui, tout à Ouais. fait. D'ailleurs, notre voyage de noces a eu lieu à Warhammer World. Carrément. Voilà. Donc tu lui as imposé, d'accord? Non, On non, est non, non, d'accord. non, 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 non. Comment tu lui as vendu ça Et alors? ben en fait, alors notre bon Parce marié, que ça peut intéresser pas mal de gens qui ont ça- envie eux-mêmes d'aller voilà. juste au Warhammer World et de faire passer ça pour un Je vais voyage vous- sympa. Voilà, c'est ça. Mais je vais vous expliquer toutes les techniques de manipulation. Alors la première, alors plus sérieusement, un mariage, c'est comme beaucoup le savent certainement qui sont passés par là, c'est pas donné. On n'avait pas forcément prévu de faire un voyage de noces l'année de notre mariage. Ouais. Et c'est-à-dire cette année, hein, ça fait que quelques mois qu'on est mariés. On s'est mariés en avril. Euh, mais elle voulait partir, elle avait besoin. Et moi, je disais non, on peut pas. Mhm. C'est pas raisonnable, malheureusement. Ma chaîne, il faut que je travaille dessus. C'est beaucoup, beaucoup de travail, en fait, d'avoir une chaîne Twitch, une chaîne YouTube surtout, et faire de la vidéo un peu originale et faire tout soi-même. Et donc, elle est venue me voir un jour. Et elle m'a dit ça te dit, viens pour le voyage de noces, on fait un petit voyage et on va à Warhammer World. Donc du coup, en fait, c'est elle qui m'a convaincu d'aller à Warhammer World. Donc tu fais de l'hypnose pendant qu'elle dort en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. Je sais pas, je Ou alors pense. tu as Alors vraiment je sais trouvé pas si une je suis un femme qui excellent mérite. manipulateur malgré moi, mais ouais. En fait, elle voulait partir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait aller sur le site de tournage de la série Peaky Blinders. Ok. Donc on est allé à Nottingham pour Warhammer World, mais d'abord on a fait un passage à Birmingham pour elle. Et comme ça on a trouvé un compromis. Ah en fait c'est elle qui t'a manipulé en fait. Elle t'a vendu Je pense qu'en fait c'est son ça. voyage. Je crois qu'en fait notre voyage de noces c'est à l'image de ce que doit être un mariage, c'est-à-dire un monde de compromis. Elle a fait un voyage à Birmingham où on logeait d'ailleurs, hein. On n'a fait qu'une seule journée à Nottingham Ouais. pour le Warhammer World. Et là c'était vraiment ma journée, hein. On est resté toute la journée au truc, on a fait tout. C'était incroyable d'être là-bas. Et puis on a fait Birmingham pour elle, il n'y avait pas de souci, on a visité tout ce qui était la ville, très jolie d'ailleurs. C'est vrai que le Warhammer World, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je conseille vraiment. Le je Warhammer World c'est un personne qui est pèlerinage, revenu sans. il faut le faire. Ouais. Quand on est un vrai fan, il faut le faire. Pour moi c'était presque, en fait, en tant que créateur de contenu, c'était presque devenu une question de crédibilité. T'avais déjà, oui, comme tu dis que c'était il y a 4-5 mois du coup. Quelques mois, oui, tout C'est à combien fait. de temps que tu as créé ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube, c'est un peu compliqué. Parce que quand je me suis lancé sur Twitch, Ouais. T'as commencé par Twitch du coup? j'ai commencé par Twitch et j'ai commencé par faire quelque chose de complètement différent que le hobby. J'ai fait du GTA roleplay. D'accord. À l'époque, en fait, il y avait RPZ par Zerator, le fameux serveur avec Antoine Daniel, joueur du Grenier Alphacas, etc., qui avait eu lieu. J'avais regardé les rediffs et je me suis dit, mais c'est génial. Mhm. Et en fait, un des serveurs où il y avait quelques-unes des personnes, j'étais allé dessus et puis voilà, ça avait pris, je m'amusais. C'était le contenu que je proposais. Et puis au final, ça n'a pas duré. Il y a un moment où ça s'est un petit peu essoufflé. Et j'avais écrit un épisode dans mon coin que j'ai montré à Ivy de French Wargame Studio, puisqu'en fait je le vois assez régulièrement quand je vais au French Wargame Mhm. Café, puisqu'il fait les mardis avec Ivy. Et je lui avais dit, écoute, est-ce que tu peux me donner ton avis là-dessus? J'avais écrit un épisode de lore. Et il m'a fait un retour en me disant, écoute, c'est une pépite d'écriture, je crois que tu tiens un truc. Et ça a été le déclic. Ouais. Il a énormément de crédibilité pour moi. Ivy, c'est quelqu'un, c'est un peu un modèle dans ce que j'aimerais atteindre dans cette profession, parce qu'il a créé quelque chose pour les joueurs.
en fait. On a vraiment l'impression que ce qu'il crée, c'est pour les joueurs, pour la communauté. Et on le voit quand il... Bon, je vais pas faire sa publicité, mais je pense que beaucoup de gens qui regardent cette interview le Je connaissent. pense que c'est le plus connu hein, C'est le plus dans connu. l'univers de Warhammer 40 000, je Exactement, c'est le conseille. plus connu et il a fait beaucoup. Il garde encore une humilité qui est assez impressionnante par rapport à tout ce qu'il a créé. Et surtout, voilà, il reste super sympa, super accessible et tout. Et c'était la première personne qui m'a fait aussi découvrir le stream. Et là, notamment, il faisait le SAM, donc le Stream Ouais. Against Mucoviscidose. Et c'est la première fois, en fait, que je m'étais abonné à quelqu'un et que j'avais fait des dons sur un stream. Et donc c'est là, en fait, c'était la première fois où j'avais compris cet intérêt du stream de Twitch qui était nouveau pour moi, Mhm. où je donnais à quelqu'un et la personne à la télé, elle lisait mon message et elle me parlait et ça cassait l'écran et je me disais, ok, il y a quelque chose de plus que la télé, tu parles à des gens. Et donc je me suis lancé dans Twitch dans cet objectif de parler à des gens, de créer vraiment une communauté et d'être là pour ces gens-là. Mais alors, tu as commencé quand même par le jeu vidéo. J'ai commencé par le jeu vidéo, par GTA RP. D'accord. Donc, du coup, tu as eu quand même cette. Enfin, Evie, du coup, t'as motivé à aller sur Twitch. Tu as vu que c'était sympa. Et du coup, tu te dis, tiens, je vais le faire, mais sur le jeu vidéo dans un premier temps. Alors C'est ça? voilà, j'ai fait, Ouais. je faisais un peu de multigaming, mais essentiellement du GTA RP, puisque c'est pourquoi ma petite communauté de l'époque venait. Et puis après, ça s'est essoufflé. Moi-même, j'ai eu quelques déconvenues avec le RP, donc j'ai décidé, au moment où Ivy m'a dit, écoute, tu tiens un truc pour le début de cette année, Mhm. donc en plus ça marquait quelque chose, le début de cette année, j'ai retiré de ma chaîne YouTube et de Twitch tout le passé relatif à GTA et je me suis dit maintenant je me concentre sur ce que j'aime vraiment, sur en fait ce hobby qui m'a sauvé la vie. Mhm. J'ai eu l'occasion de le dire à Ian Livingstone, qui est le fondateur de Games Workshop, qui était invité, qui faisait une dédicace. Et je lui ai dit, en fait, ce que vous avez créé, ça m'a sauvé la vie. Je lui ai expliqué un peu pourquoi, et ça l'a touché beaucoup. Ian Livingstone, qui est fondateur de Games Workshop, et pourtant, on dirait que c'est le grand-père qu'on a tous envie d'avoir. C'est l'âge, c'est l'âge. Ouais, je sais pas, mais alors, attendrissant, pas du tout le millionnaire anglais, le lord dont qu'on pourrait imaginer, quoi. C'est toujours le type qui va faire tous les week-ends des parties de Donjons et Dragons Bah, je avec pense que ses ça copains. reste un passionné. Hein. C'est pour ça qu'il en est arrivé là. C'est pour ça qu'il a fait Games Absolument. Workshop. Et il est à l'image de la communauté, en fait. J'ai trouvé énormément de bienveillance, très peu de jugement, et aussi, quand on regarde, beaucoup de gens un peu abîmés par la vie, que ce soit par le travail, les relations sociales, qui ont parfois plus de difficultés que d'autres, et qui se réfugient d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans les livres, les jeux vidéo ou encore la peinture, dans cet univers. Et donc quand j'ai créé ma chaîne, j'ai créé le Codex Vulgaris. C'est ma chaîne en fait de lore, c'est mon fil rouge de lore, où je trace le lore de Warhammer 40 000 depuis le début. Mm. Et quand je dis depuis le début, c'est-à-dire depuis la préhistoire de l'humanité. Puisque Warhammer 40 000 en fait est une proposition de notre futur à nous, contrairement à Star Wars qui est dans une galaxie lointaine, très lointaine. Warhammer 40 000 est une proposition de notre futur. Oui, parce que Star Wars, c'est le passé. Star Wars, Parce on que sait c'était pas. Voilà, c'est lointaine, le passé, mais il y a très longtemps. Voilà, on sait que c'est pas nous. À aucun moment, Luke Skywalker, il va trouver la Terre sans faire exprès. Alors que là, Terra, Sainte Terra, c'est notre Terre à nous qui a évolué pour devenir ce qu'elle est dans le 41e millénaire. Mais comme je l'explique dans ma chaîne, j'essaye d'expliquer comment on en est arrivé là. Ouais, C'est ce que je exactement. dis d'ailleurs dans ma première vidéo. Alors, est-ce que c'est pour pas faire les mêmes erreurs ou est-ce que c'est pour, au contraire, aller sur le bon chemin? Alors là, on peut débattre, et parce que je réfléchis beaucoup à comment l'humanité arriverait à À cet Warhammer état 40 000. Et ma réel, proposition, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un déclic d'abord. Parce qu'avant d'être à Warhammer 40 000 et d'avoir une religion sur un dieu empereur qui est enfermé sur un trône d'or avec des gens génétiquement modifiés, des serviteurs lobotomisés, etc., et des petits bébés qu'on appelle des chérubins avec des ailes qui volent partout, l'humanité a connu des âges d'or, comme on pourrait imaginer dans les Star Trek ou les Star Wars, avec des vaisseaux, des merveilles de technologie. C'est là où elle a conquis aussi la quasi-intégralité de la galaxie. À ce moment-là, on appelle l'âge d'or de la technologie. Et après, il y a eu un certain nombre de malheurs, de guerres, l'intervention des dieux du chaos qu'on connaît bien, qui ont fait que c'est devenu Pas personnellement. que ça a pris le chemin Le plus loin possible, s'il te plaît. le plus hein. loin possible. Excusez-moi, T'as inquisiteur pas vu la- effectivement. Alors, le plus loin possible, moi aussi, Donc, tu connais intimement les dieux du chaos? Très bien. Garde. Alors, oui, pardon, excusez-moi. Non, mais on connaît bien en tout cas les 4 dieux, et donc c'est eux qui interviennent pour manipuler aussi l'humanité à travers le warp, etc., etc. Et puis plus tard, les Résidorus, qui vraiment est l'événement, je pense, le plus connu et le plus ancien, vraiment, de Warhammer 40 000, qui est documenté à travers des livres. Et donc moi, je propose d'abord
d'expliquer tout ce qu'il y a avant, Mhm. et puis d'expliquer après où est-ce qu'on en est arrivé chronologiquement. Parce Et donc, que c'est le but de ta chaîne, en fait, c'est c'est de le le but faire de chronologiquement, au fur et à mesure. chronologiquement, c'est le but de ma chaîne parce qu'aujourd'hui personne ne le fait. Et je crois, alors en France, je suis quasi persuadé que personne ne le fait chronologiquement. Et je me demande même si à l'étranger, en Angleterre, quelqu'un le fait. Je sais pas. Alors, moi, à ma connaissance, t'es le seul à le faire. Mais... Et donc je me suis fixé un défi. Qui est mon défi. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer l'aventure Twitch et YouTube, mais mon défi, c'est de réussir à finir cette chronologie pour laisser cette trace-là à la communauté. Et aussi pour les débutants, pour qu'ils sachent où est-ce qu'on en est, etc., etc. Ok, donc ça, c'est vraiment le travail que tu fais sur YouTube, à Ouais. savoir redonner l'histoire de Warhammer 40 000 pour arriver jusqu'à un moment présent. Par contre, tu as aussi une chaîne Twitch, et sur ta chaîne Twitch, c'est pas ce que tu fais par contre. Alors, sur ma chaîne Twitch, non, je traite pas de lore, même si j'adore discuter lore avec les gens quand ils viennent sur les chats. Ma chaîne Twitch, c'est une chaîne de peinture, où je peins en live. Alors, je peins pour moi, parfois pour des amis ou de la famille, mais je ne fais pas de commission, en tout cas pas encore, j'y réfléchis, mais pour l'instant pas encore. Et j'essaye de, voilà, je peins et je discute avec les gens. Le but, en fait, du jeu, le but du jeu de ma chaîne, je veux dire, Ouais. l'objectif, vraiment, c'est que les gens se sentent en sécurité et ils viennent tout comme ils ont trouvé le hobby pour se réfugier en quelque sorte. Alors il ne s'agit pas de m'adresser uniquement à ceux qui auraient pu Ouais, bien sûr, avoir ouais. des difficultés, mais surtout en fait, si je peux redonner un petit peu aux gens du hobby ce que le hobby a fait pour moi vraiment, à un moment où j'étais au plus bas et aujourd'hui où je relève la tête, j'en serais ravi. Et donc je discute avec les gens tout en peignant. Là aujourd'hui Space Marine 2 est sorti, je stream Space Marine 2 bien évidemment. Mon objectif est de traiter sur ma chaîne Twitch tout l'ensemble de tous les aspects du hobby. Donc bien évidemment la peinture, bien évidemment le jeu vidéo, mais aussi le jeu à travers Tabletop Simulator, qui est un jeu qui est disponible sur Steam et sur ordinateur, qui permet en fait de faire des parties virtuelles de Warhammer 40 000. Et donc ça, j'en stream aussi régulièrement. Alors, pourquoi tu fais plutôt du TTS, qu'on va appeler TTS, Tabletop Simulator, plutôt que des vraies parties de Warhammer 40 000? Alors je fais des vraies parties de Warhammer Ouais. 40 000, bien évidemment. Elles sont filmées sur ta chaîne? Non, parce que Non. ça demande... Alors, en fait, voilà, pourquoi je fais plutôt du TTS? Parce qu'en termes de budget, c'est beaucoup plus Au simple. niveau du matériel? Je fais une capture de l'application et puis c'est bon. Pour filmer une partie, il faut du micro-cravate, il faut des sources de lumière, il faut quasiment un studio. Pour avoir une qualité qui moi me satisferait, il faudrait quasiment être chez French Wargame Studio. Donc ça, peut-être ferais-je des apparitions sur d'autres chaînes qui font des rapports de bataille, que ce soit en live ou sur YouTube. Mais moi aujourd'hui, c'est pas l'ambition. Donc je ferai des parties sur TTS. Par contre, je joue quand même le plus régulièrement possible physiquement, notamment au French Wargame Café à Paris, puisque je vis à Paris encore. Ouais. Et notamment dans le système compétitif, puisque j'ai rejoint une équipe de ligue qui aujourd'hui est passée en Ligue 2. Ok. Ligue 2, c'est déjà pas mal, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Ligue 2, ça veut dire déjà que tu as un bon level de jeu, hein. Oui, c'est ça. Alors on est passé cette année, moi je l'ai rejoint récemment, donc Mhm. là c'est surtout pour rendre à César ce qui est à César, c'est surtout le niveau de mes camarades qui sont dans l'équipe depuis plus longtemps que moi, qui a été récompensé par le passage en Ligue 2. Moi je suis arrivé, alors j'ai un peu joué, on a fait des petits tournois, mais j'ai pas fait les grandes rondes, hein, donc Ok. moi ça va être l'immersion dans le bain compétitif directement en Ligue 2, donc j'ai intérêt à assurer. Et ça te plaît du coup le côté compétitif? Pourquoi t'es J'adore. parti? Ouais. Ouais, j'adore parce que ça pousse à maîtriser les règles, surtout. Là, on est vraiment en train de jouer à une forme de jeu d'échecs. J'aime bien comparer Warhammer 40 Mhm. 000 à un jeu d'échecs, à ceci près que on n'a pas les mêmes pièces. Et il y a des degrés de complexité beaucoup plus élevés. Et ça, c'est super. Et des dés. Il y a des dés, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de calculs statistiques qu'on oublie souvent, justement, puisqu'en fait, le but d'un joueur compétitif à Warhammer 40 000, c'est de lancer le moins de dés possible. C'est que la statistique fasse que ce qu'il a envie de faire, il va y arriver à le faire. Donc D'accord. ça, Donc, c'est quelque toi, chose tu te qui retrouves est... vraiment dans cet aspect-là. Voilà, c'est ça. Même si j'adore aussi le narratif, j'adore le jeu amical, tout type de jeu. Voilà, vraiment, je vais reprendre un terme qu'avait employé Vincent de Planet Wargame quand il utilisait le terme de Wargamer total. Mhm. Ça m'avait énormément parlé, il avait fait une vidéo là-dessus sur sa chaîne YouTube.
Le wargamer total, c'est celui qui touche à tous les aspects du jeu et qui a besoin que tous les aspects soient regroupés, que ce soit la peinture, le lore. Quand je conçois une armée, je veux qu'elle soit bien peinte, je veux qu'elle corresponde à un lore, je veux pas que ce soit déconnant, et je veux aussi quand même qu'elle soit un peu compétitive, un peu Ouais. jouable, quoi. Alors comment tu fais quand tu as le choix entre, tiens, genre, je sais pas, je vais prendre un exemple, ce qui tourne bien, c'est Dark Angel plus Space Wolf, sauf qu'en termes de lore, c'est pas fou. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas privilégier? Si ton équipe, elle te dit, bah, tu joues Space Marine, ça serait bien que tu fasses Alors, ça. Alors, c'est plus valable maintenant, mais ouais, c'est pour alors prendre un heureusement exemple. j'ai la chance. Alors mon équipe, comme on joue en équipe, c'est un petit peu différent de jouer en 1v1, c'est-à-dire que chaque membre de l'équipe, on est 8, doit avoir un codex différent. Mhm. On peut Tu pas joues jouer quoi, toi, en ce moment? Necron, peut-être? Non, Non, je suis sur du taux. Tau? C'est une armée historique. Juste après les Nécrons du fameux tournoi dont j'ai parlé que j'ai fait il y a 15 ans, je me suis mis au taux. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de décor. Et donc, on posait ses figurines et on tirait. C'était cool, pas de phase de mouvement, pas de phase de charge. Pas de phase psychique. Voilà, rien du tout. C'était alors tour 1, je tire, il n'y a pas de décor, t'es mort, gagné. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pour ça d'ailleurs que les taux étaient particulièrement détestés. C'est vrai que les taux ont été particulièrement détestés à l'époque. Ils Alors, ont été particulièrement Bah, détestés. je pense qu'il y a deux raisons. Il y a déjà qu'ils sont arrivés sur un cheveu, enfin, comme un cheveu sur la soupe à une époque, Ouais. avec le au niveau du lore, où du coup, ça n'a pas forcément séduit. Toi, tu as commencé à cette époque-là, les taux? J'ai commencé à cette époque-là. Ouais. Oui, j'ai encore des taux qui ont 20 ans, qui sont en métal, notamment le viseur avec les 3 drones sniper Mm. en métal. J'ai encore les vieilles Crisis avec notamment les têtes métalliques que j'ai Ouais. réutilisées, hein, que j'utilise encore même en compétitif. J'ai changé les socles pour qu'ils aient la bonne taille, mais sinon je les utilise encore et c'est trop cool de me dire ils ont 20 ans et ils servent encore, quoi. Et tu peux toujours les jouer. Ouais. Ah ouais, c'est T'as beaucoup génial. d'armées, du coup, à 40 000? Parce que J'ai tu disais que tu voulais collectionner beaucoup Ouais, de... j'ai quasiment toutes les armées. Ouais. J'ai 1000 points de pratiquement toutes les armées. Alors, c'était le cas en V9, il y a la V10 qui est sortie. Donc, par exemple, ma Deathwatch, parce que je jouais Deathwatch, Mhm. elle est devenue difficilement jouable en l'état, puisque moi, je faisais des kill teams, j'avais fait une kill team de chaque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais. C'est compliqué la Deathwatch. La Deathwatch, je l'ai mis sur une étagère en haut, parce que je pense que, en haut de mon bureau, parce que je pense que je vais pas tout de suite la reprendre. Et une question que je me pose, c'est que tu arrives à jouer régulièrement toutes tes armées, ou est-ce que tu as, pour chaque version du jeu, je l'avais dit, ça va plutôt être les taux, et... Alors, je vais essayer de me concentrer sur une seule armée Ouais. tout au long des versions, aussi pour avoir une certaine loyauté. Alors, tout au long Et- des versions, d'une version à l'autre, c'est-à-dire, en Oui. fait? Ouais. D'une version à l'autre. Pourquoi? Alors déjà parce que j'aime pas me dire que je serais un méta-slave en me disant bah là la bonne armée c'est Mhm. celle-ci, tu vas jouer celle-ci. Non, j'ai choisi les taux. Aujourd'hui les taux, au moment où on fait cette interview, ils sont pas les meilleurs, ils sont un peu dans le ventre mou d'après les dernières revues que j'ai pu voir. Donc ça me va bien. Ça me va bien. Moi j'adore le lore, j'adore l'état d'esprit qu'ils ont. Et donc c'est eux que j'ai envie de jouer. Et je les jouerai. Et après, donc moi je me suis focalisé sur d'autres armées, mais j'en ai 3 maximum. Ouais. Donc j'ai Oui, parce que ça paraît quand même difficile d'être à un tu niveau peux pas, ouais, suffisant pour être dans une équipe et jouer beaucoup d'armées. tu peux pas maîtriser. Il faut que tu maîtrises ton codex sur le bout des doigts. Il faut que tu maîtrises les différents armements que tu peux mettre à tes figurines et les différents stat checks, ce qu'on appelle les stat checks, c'est-à-dire ton armement quand statistiquement il va réussir à être efficace et dans quel comment dire dans quel Portion statistique, tu te voilà, situes par rapport à exactement. l'action que tu veux faire. Voilà, c'est ça. Surtout dans quelle fenêtre, en fait, il va être vraiment le plus efficace possible. Et j'ai 2 autres armées. Ma deuxième armée compétitive, c'est les Votannes. J'ai adoré les Votannes parce que j'adore les nains dans Warhammer AOS ou dans Warhammer Battle que je joue en Cities of Sigmar ou en Caradron. J'aime bien les deux. Ouais. J'aime un peu moins les Fire Slayer parce que je trouve que toutes les figurines se ressemblent, c'est que des nains roux en slip. Je trouve ça Je peux pas te contredire. dommage. Et elle est probablement très forte. Il y a du mais- dragon aussi, hein, mais Hein? il y a du dragon, mais avec un long Ouais, slip voilà. à côté. Alors, j'ai rien contre les roux, hein. Mon chat est roux, hein. Mais non, c'est. Non, les Fire Slayer moins. Donc, les Caradrons, ouais, j'en ai quelques-uns. Je les trouve magnifiques avec les zeppelins. Mhm. Ma mère vient d'une ville en Allemagne, puisque je suis franco-allemand, où ils fabriquent les zeppelins. C'est là-bas où les zeppelins ont été inventés. D'accord. Donc, me dire les zeppelins Caradron, trop cool. Il y a un petit hommage aussi qui est là. J'adore. Et donc, les Votannes, quand ils sont sortis, moi, je me suis jeté dessus immédiatement. Je trouvais ça trop cool. Donc, c'est ma deuxième armée.
Et donc là, du coup, tu joues maintenant de façon compétitive ou ça t'arrive de sortir et de ce cadre-là et de faire, je sais pas, une histoire narrative ou peu importe l'optimisation de la liste, peu importe l'équilibre de la table. Alors non, j'aimerais beaucoup faire du narratif. Pour moi, j'aime bien quand la table est équilibrée, mais j'aime bien aussi quand elle ne l'est pas forcément, même si j'ai peu d'occasions encore de jouer, parce que finalement, ça représente la vraie nature. Quand des armées s'affrontent, elles n'ont pas strictement les mêmes éléments de décor à leur disposition. Le côté narratif, j'en fais pas assez, j'aimerais en faire tellement plus. Et donc, du coup, tu t'entraînes beaucoup alors? Alors je m'entraîne, alors beaucoup de Sur théories ces TTS, derniers du temps. coup, au final? Sur TTS, c'est un super moyen pour s'entraîner parce qu'il y a une précision qui est là. Il y a une facilité pour jouer, pour faire une partie. On peut presque même la mettre sur pause, l'enregistrer, la reprendre plus tard avec un ami parce que les parties, c'est quand même long. Mm. Warhammer 40 000 sur le format 2000 points un peu standard, ça peut être 3 heures de partie quand on utilise la clock, le chronomètre, puisqu'on est chronométré en tournoi. Mhm. Euh, donc, oui, 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 je m'entraîne régulièrement sur TTS. Est-ce Mais que on a quand même des trainings d'équipe qui sont organisés, qu'on va faire très régulièrement, et on reprend les trainings là, à partir d'octobre. On va commencer à s'entraîner ouais. fort pour la saison qui arrive. Est-ce que tu dirais que TTS c'est indispensable même pour être à haut niveau? Ça va dépendre. Pour celui qui vit quelque part où il ne peut pas jouer régulièrement et il a envie de s'investir en tournoi, et qu'il a envie de monter en niveau, hein, d'aller en Ligue 2, peut-être pourquoi pas un jour Ligue 1, ouais. Pour quelqu'un qui a accès régulièrement à des partenaires de jeu et à des tables pour jouer, pas forcément. Parce que sur TTS, tu peux choisir un peu le level de ton adversaire. Comment tu fais en fait quand tu veux jouer avec quelqu'un? Comment ça marche en fait? Ouais, je joue avec un Mais comment ami. tu t'es mis d'accord en fait? Tu t'es mis d'accord avec une personne en disant, à travers, je sais pas, un groupe Discord, en disant comment ça se passe? Parce qu'il n'y a pas de matchmaking en fait sur. Non, non, ah non, il n'y a pas du tout de matchmaking, hein. Il y a des Discords qui existent. Ouais, Les Discord TTS officiels, il y a les Discord de la FEC, il y a même aussi les Discord de French Wargame Studio, ou même French Wargame Café, qui proposent, qui ont des channels spécifiques pour les pour gens, TTS. qui disent, moi je cherche une partie TTS, et après les gens ils précisent, bon alors attends, c'est plutôt amical, je teste une Ouais. liste tranquille, ou alors plutôt liste dure, donc là si un joueur compétitif veut venir. Pour pas qu'il y en ait un qui arrive avec sa grosse Oui, liste forcément, ouais. compétitive et l'autre qui a envie de jouer Admech par exemple, Admech liste fun en plus, fluff, et qui se fait ouvrir. Ça, c'est pas rigolo pour lui. Ouais. Alors c'est vrai que Warhammer 40 000, c'est un jeu où il faut se mettre d'accord avec son adversaire avant la partie sur le type de partie qu'on veut faire. Voilà, c'est mieux en amical si on a envie de garder nos amis. Alors comment tu trouves l'évolution du jeu par exemple? Entre les. Je sais pas, t'as commencé en quelle version? Vers la V3, t'as dû commencer à peu près? C'était V3, V4. Ouais. Ouais. Et alors l'évolution du jeu au fur et à mesure, comment tu la trouves? Plutôt positive ou est-ce que ça te ressemble moins? Parce que tu Alors, parlais justement, je reviens sur la Gunline Tow, avec pas trop de décors, c'est vrai qu'on avait les 5 bâtiments, puis bah je te tire dessus quoi. ouais. Alors, moi j'aime bien l'évolution de Warhammer 40 000 aujourd'hui. Le travail que fait Games Workshop pour ces versions, et d'ailleurs ils accordent de plus en plus d'importance aux jeux compétitifs, je le trouve très bien. Je préfère la V10 à la V3, 4. À Mm. l'époque, on avait des valeurs de blindage, on avait des valeurs de rotation où toutes les armes devaient avoir une ligne de vue Incroyable. réelle C'est un truc de fou ça. sur, Moi j'étais habitué à sur jouer les comme mecs. ça. Il J'avoue y avait que. voilà, si ton canon laser de gauche il est caché par le bâtiment, il peut pas tirer sur le type. C'est pas toutes les armes qui tirent. Alors que maintenant tu vois ta chenille et ton obusier peut tirer. Maintenant, C'est une autre façon de voir les choses. voilà, maintenant le véhicule il circule en moonwalk, il y a aucun problème et il Ouais. tire avec toutes ses armes, même celles qui sont dans le dos. Effectivement, c'est plus simple. Ça veut dire que c'est aussi plus dynamique. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Et pour en revenir à la Gunline Tow, je suis très content parce que ça nous fait des défis. Là, aujourd'hui, c'est une armée extrêmement mobile. Alors certes, elle peut, si elle veut, avoir une backline, c'est-à-dire un territoire chez elle, dans sa zone de déploiement, très fort, avec des gens où si tu sors le bout de ton nez, t'es mort à la prochaine phase de tir. Mais le taux va devoir se déplacer très vite, prendre des risques pour prendre les ressources adverses, en évitant après de s'exposer pour prendre notamment une charge, parce que le taux n'aime pas le corps à corps. C'est vrai ça. Ouais. Malgré les croûtes. Et les Alors, croûtes. ouais, alors moi j'ai une liste, je joue pas croûte, pareil, ça c'est mon côté fluff, donc je me suis fait une liste, j'ai dit je mets aucun croûte. Ah c'est marrant, moi je suis pareil que toi. Voilà. J'ai pas de croûte et je me dis non les taux c'est les taux. Je me suis croûte. fait une liste, alors peut-être je la jouerai un jour sur TTS, une liste avec le détachement croûte, mais là cette fois-ci il est dédié, quoi. C'est vraiment que des croûtes, avec quand même, là c'est pareil, tu parlais tout à l'heure de l'équilibre pour avoir le compétitif versus alors la bonne narratif, liste ouais. versus, je mets quand même quelques véhicules.
pour pas me faire rouler dessus et compenser un peu les faiblesses du Kroot, ou en tout cas ce que le Kroot ne propose pas dans son style de jeu. Et puis voilà, je m'amuse comme ça. Ok, donc du coup, tu fais beaucoup de tournois, j'imagine. Je vais en faire T'essayes. beaucoup. J'ai fait des tournois, j'ai participé au French War Game Day. Ouais. Alors j'étais en individuel. À l'époque, j'étais en train de Sur le- rentrer dans ma team, donc ils Ouais. étaient en train un peu d'évaluer pour voir si on avait la même mentalité, si on pouvait matcher ensemble. Ah, Donc, c'est-à-dire que c'était un prérequis en fait. Comment ça se passe? Tiens, tu peux nous raconter comment ça se passe quand tu rentres dans une team? alors, j'étais sur un Discord, je sais plus lequel. J'avais mis un message, bonjour, bah moi, voilà, j'aimerais me lancer dans le compétitif. Ouais. Je suis à la recherche d'une team et j'ai été contacté par plusieurs équipes, dont la mienne, qui disent, bah écoute, nous, là, on est en Ligue 3, ce qui est le niveau le plus bas en compétitif. Quand tu t'inscris en Ligue officielle, tu commences en Ligue 3, hein, il n'y a Mm. pas, y a pas en dessous. Et c'est une équipe de 6 joueurs au lieu de 8. En Ligue 3, tu es 6 joueurs. Et donc, on s'est rencontrés, on a bu un café, etc. Alors, généralement, la première chose qui se passe, c'est tu affrontes, tu fais une partie contre la personne de l'équipe Mhm. que tu veux te recruter. Ça, c'est la première chose à faire. C'est le brise-glace, c'est le passage obligé. Tu fais une partie tout en discutant. Comme ça, ils voient quel type de joueur tu es. Et après, toi aussi, tu vois si la mentalité de l'équipe te convient. Oui, forcément, oui. Ça peut ne pas convenir systématiquement. Et donc là, voilà. Donc moi, avec mon équipe, ça a matché, ça s'est super bien passé. C'est aussi des gens, en fait, comme ils se décrivent eux-mêmes, c'est des gens avec qui tu as envie de passer des week-ends, parce qu'on va pas forcément toujours jouer à Paris. Parfois, on va jouer dans d'autres endroits en France, voire d'Europe. Mhm. Si on atteint des tournois internationaux ou européens, on va se déplacer. Donc on va prendre un Airbnb et vivre tous ensemble l'espace d'un week-end. Donc c'est quand même important qu'on Oui, arrive à se forcément, ouais. supporter. Ouais. Donc ça, c'est important. Donc là, ça a très bien matché, c'est super cool. Donc le Euh, premier contact, voilà, on discute, ensuite on fait une partie. on fait une partie, Et puis après on après, s'intègre, et après, bon, bah, on est-ce a que, un... est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont, j'imagine ils sont 5, ils ont envie d'un sixième membre, c'est Voilà. comme ça que ça se passe en général? Ou alors ça peut être des poules de, ils sont déjà 10 et ils se disent, bah tiens, on va en reprendre quelqu'un d'autre, comment ça se passe Les en deux peuvent fait? fonctionner. Ouais. Tu as des équipes qui, tout à fait, tu as certaines grosses équipes qui, en fait, se managent un pool de gens, parce que bah, la vie fait que tout le monde a Oui, un forcément, travail. ouais. Aujourd'hui, on n'est pas des joueurs professionnels rémunérés, même en Ligue 1, et donc on a un travail. On peut avoir des accidents de la vie ou tout simplement des obligations externes qui font que bah, ce tournoi-là, on ne pourra pas être là, Mhm. et c'est important d'avoir un remplaçant. Donc certaines équipes essayent d'avoir au moins un ou deux remplaçants. Nous, on appelle ça des coachs. C'est une fonction que tu peux occuper en équipe en fait de ligue. Tu peux avoir la fonction de coach et tu te charges en fait de faire le suivi de tous les joueurs qui jouent en même temps pendant le tournoi de ton équipe et de voir les estimés de l'équipe en termes de est-ce que tu vas faire une victoire, une égale, une grosse victoire, une Mhm. petite défaite, une moyenne défaite. Et en regardant les résultats, en tout cas les projections des résultats de ton équipe, aller voir tel ou tel joueur et dire fais un all-in, prends des risques, on a vraiment besoin d'aller chercher les points, ou au contraire, là, Mhm. limite la casse, le point que tu nous ramènes, même avec une petite défaite, c'est celui dont on a besoin pour faire une égale ou juste une petite win contre l'adversaire, etc. Il va servir à ça. Il va servir aussi, bon, aller récupérer les boissons pour les gens qui sont en train de jouer, etc. Pour soulager un petit peu, on va dire, la logistique de Ouais. l'équipe. Faire tout ce qu'on appelle les pairings, c'est-à-dire c'est une phase en tournoi compétitif en fait qui consiste à déterminer quel joueur va affronter quel joueur. Et donc ça se passe à tour de rôle. Alors il y a un lancer de dés et par le biais de petites cartes qui représentent ton armée, tu vas proposer deux armées à ton adversaire et lui il va proposer face cachée une armée et puis et toi tu vas faire pareil, ils vont proposer deux armées et tu vas dire bon bah moi je mets un joueur face cachée et on découvre les cartes en même temps et comme ça nous permet de savoir voilà qui va affronter quoi et déterminer comment on affronte les joueurs. Donc ça c'est une phase qui était appelée de pairing qui est très importante. Ok. Je pensais que c'était toujours visible en fait, c'est que tu mettais une liste, mais que c'était une liste visible et que tu savais que tu allais jouer contre un écran, Alors donc il fallait on tel sait qu'il y a un type de... écran et après on met effectivement deux cartes. Alors on les met Ah au donc tu début. connais les deux armées en fait, mais tu sais pas laquelle va être Voilà, on laquelle. les met cachés pour que, au moment où on se fait les propositions, on ne sait pas ce que l'autre nous a proposé. Et après, on découvre en même temps, effectivement, les armées proposées. Et là, les armées vont choisir Donc je reviens dessus pour être sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire que dans les 8 joueurs, tu sais qu'il y a un écran, mais tu sais pas forcément qu'il est dans cette passe de proposition des deux. Voilà, les gens vont D'accord. arriver avec leurs 8 cartes, si on regarde la Ligue 2, ou 6 cartes si on est en Ligue 3. Le fait qu'il n'y ait que 6 joueurs en fait en Ligue 3, c'est pour permettre la création de plus d'équipes. Oui. Mhm. C'est moins contraignant qu'à 8. Et à partir de Ligue 2, donc on a dû recruter. On a recruté des nouveaux joueurs d'ailleurs dans l'équipe directement pour la Ligue 2. En gros, pour faire le pairing, en fait, tu vas choisir une armée
et tu vas les mettre face à face. Mhm. Moi, je choisis l'armée que j'ai envie de proposer, l'autre choisit l'armée qu'il a envie de proposer, on la retourne en même temps, on la découvre. Donc là, c'est un peu du hasard en fait sur ce premier par C'est exemple. pas du hasard, c'est de la stratégie. On dit, bon, on sait, quand on affronte une équipe en face, on connaît les listes, Ouais. on sait qu'est-ce qu'il y a. Et donc, quand on va réfléchir, on va se dire, soit on va sacrifier un joueur, on peut dire, bon écoute, on va te sacrifier là, ou on va forcer à ce que, par exemple, sa grosse armée qu'on va pas réussir à battre, qu'il te mette sur toi, et tu vas réussir à limiter la casse, voire obtenir, par exemple, une égalité. Il y a quand même une notion de stratégie. Et donc, les deux armées, on les dévoile en même temps pour que l'un des deux n'ajuste pas sa proposition en fonction de l'autre. Après, on fait des propositions donc, de deux armées, donc toujours face cachée. On les découvre pour les deux joueurs qui souhaitent affronter le fameux Necron dont tu as parlé, etc. Là, l'autre équipe choisit deux joueurs, propose deux joueurs. Et c'est l'équipe qui a proposé donc, le fameux Necron qui va dire entre les deux laquelle elle préfère affronter. D'accord, donc les deux premières, c'est au hasard. Ensuite, il y en a une qui dit je propose telle armée, les autres proposent deux autres, et lui va choisir entre Pour les affronter, pour affronter Ok. la proposition de l'adversaire. Alors c'est toujours un choix, il n'y a jamais de hasard, mais l'adversaire ne le sait pas, c'est fait en même temps. C'est pour ça que D'accord. c'est face cachée. Il n'y a jamais il y a jamais de hasard en fait. D'accord, donc tu sais les deux qui sont en face, et tu te dis bon là, il y a Voilà, le je regarde les tyrannide et le cartes, tau. je sais ce qu'on a proposé. Donc nous, on va choisir de jouer contre le tau, et Voilà. eux, ils vont choisir de jouer contre eux. Bah, vous allez le découvrir, c'est ça? Exactement, D'accord. et on découvre en même temps, Ok. etc. Qu'après un jet de dés pour déterminer la table, puisqu'il y a plusieurs tables faites de différentes façons. Ouais. Il y a des tables qui favorisent des couloirs de tir, donc moi en tant que tau, je vais être très content pour avoir ça, ou avec par exemple une backline qui va être un petit peu plus défendue, qui va limiter les passages de gros dreadnought par exemple pour venir me charger, ou peu importe, on va avoir l'habitude de regarder les terrains qui sont dans un format donc, qu'on appelle le format WTC, très restrictif, très chargé en termes de décor. On va tout de suite voir, ok, les véhicules vont pouvoir passer par là et nulle part ailleurs. Ça vient avec l'entraînement, j'imagine. Ça vient avec l'entraînement. Moi, Avec aujourd'hui l'entraînement, encore, je suis pas tu tout à fait à l'aise réfléchis même avec plus, ça. Tu vois une table et tu dis voilà. ok, celle-ci elle est pour toi, celle-ci elle est pour moi, celle-ci tu la prendras, et ainsi de suite. Exactement. Et c'est là où TTS continue encore à énormément aider, puisque on peut télécharger toutes les cartes qui existent. Il y a énormément de bénévoles qui font ça. Puis en un clic, ta table est installée. Ta Ça, table c'est est installée en l'avantage. un clic, c'est génial. Tu sais que tu n'as pas décalé les décors, que tu t'es Ouais. pas trompé, c'est carré. C'est au millimètre près, au dixième de pas près, puisque tu as une règle pour mesurer. Donc, en termes de précision, c'est bien. Ok. Et donc ça, c'est ce que tu as choisi aussi de streamer sur ta chaîne. Exactement. Donc alors j'ai vu par contre ça dure longtemps. Hein. Ah oui, oui, C'est oui. sur Oui. les quelques Ah oui, oui, parties. parce que là, on a vu. Alors, je jouais notamment, j'apprenais le jeu, alors au format compétitif à un Ouais. ami. Et donc forcément, il découvrait le jeu. Donc forcément, on prenait notre temps, on n'était pas à la cloque, et on était dans ce format un peu slash compétitif, slash Ouais. amical. On était un peu entre les deux. Quand il faisait des erreurs, je lui disais attention, là il y a une erreur. Attention, là tu peux faire ça. Ou au contraire, puisque Warhammer est un jeu d'intention, c'est un jeu où on ne peut pas faire ce qu'on appelle un gotcha, c'est-à-dire cacher un stratagème secret et dire haha, bon bah là je vais tirer en état d'alerte, je vais réduire ton unité en cendres. On peut pas, non, on est obligé de rappeler attention, là j'ai un stratagème qui me permet de faire ça, mon unité a telle capacité, attention, je te laisse refaire ton mouvement. Enfin, normalement, quand on est un joueur fair play, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on essaye Mais je pas. crois que de toute façon, c'est ce qui est mis en avant par la FEC C'est actuellement. ce qui est mis en avant par la FEC, et en tant qu'arbitre, parce que je suis aussi arbitre, c'est ce qu'on regarde. Le gotcha, il est sanctionné, il est réprimandé par les arbitres de la FEC. Ça, c'est quelque chose que j'avais toujours dit. C'est compliqué en fait de vivre à rebours en fait la partie. C'est-à-dire que normalement les joueurs annoncent. Donc l'un va dire, écoute, je te rappelle que j'ai un lance-plasma ou un lance-flamme, etc. Donc fais attention. L'autre joue, il fait quelque chose, et puis tu dis, bah je lui ai rappelé. Est-ce que je lui rappelle une deuxième fois ou pas? Et tu vas dire, bah je vais te le dire. Donc normalement il le sait. Tu lui fais t'es sûr, il fait oui, parce qu'il réfléchit pas plus. Il le fait. T'as ton lance-flamme. Tu lui dis, bah écoute, je te tire dessus. L'autre fait, ah non, bah attends, je pensais pas. Et là, du coup, comment vous départagez? Alors là, c'est délicat, hein, c'est délicat en tant qu'arbitre. Là, si effectivement le joueur d'en face, il est de bonne foi, il le dit au début de la partie, comme tout le monde le dit, mais il ne doit pas se contenter de le dire en début de la partie, parce que C'est ça, faut que tu généralement, le rappelles. quand on se présente les armées, surtout qu'il y a le chrono, les clocks sont parfois lancés, Ouais. on les présente tout vite, et tu vas pas retenir tout par cœur. Surtout si c'est pas une armée que tu joues habituellement. Parce que généralement, tu joues ton armée, peut-être une ou deux autres pour le fun, mais tu connais tes règles, tu connais pas les règles en face, et elles sont, comme je l'expliquais, c'est pas les échecs où on a le même en face. Ah C'est oui, bien fondamentalement différent en stratagème, en caractéristiques d'unité, en style de jeu. Donc il faut rappeler régulièrement.
Et quand le mec fait son mouvement, au moment où il entame son mouvement, effectivement, là, tu lui dis, là, j'ai des lance-flammes, hein, t'es sûr? Et si effectivement il fait son mouvement et que tu fais ton tir au lance-flamme et qu'il fait ah ouais non mais je me rendais pas compte, enfin bon là au bout d'un moment mec je viens de te dire qu'il y avait des lance-flammes, c'était pas pour te faire des bisous quoi. C'est voilà. Mais c'est vrai que le fait de dire ah mais je pensais pas que ça ferait autant, ça c'est pas quelque chose Ça qui par contre on peut pas revenir en arrière là-dessus non. par contre. Non, c'est pareil, si tu mets ton tank en face d'une batterie de canon laser et que l'autre en face, le tour d'après, bah, il te le sort tour 1, tu vas dire ah ouais mais je me rendais pas compte, on Bah peut oui. le... Non, ça non, pour le coup. Oui, ce qui paraît assez cohérent. Effectivement. Parce que on attend du joueur qu'il soit en mesure d'estimer le plus précisément possible l'impact que vont avoir les unités adverses sur les siennes. Warhammer 40 000 est souvent un jeu de ce qu'on appelle un jeu de trade, un jeu d'échange de ressources. Donc forcément, quand tu engages une ressource, soit tu la sacrifies pour attirer une ressource adverse plus forte quelque part où tu vas pouvoir l'éliminer facilement, ou alors tu t'attends à ce que tu vas pouvoir résister pour prendre la ressource adverse sans perdre la tienne, pour avoir un trade positif, quoi. Ok, c'est marrant parce que c'est vrai que tu as l'air d'être assez complet parce que d'aimer vraiment beaucoup le lore et vraiment beaucoup le jeu un petit peu poussé parce que forcément pour être arbitre ça veut dire qu'il faut avoir une très bonne connaissance. Oui, alors ça c'est justement, j'aimerais justement, c'est un a priori en tout cas que les gens ont sur les arbitres. Très souvent on m'a dit, quand on me demandait pour une règle, etc., et je dis bon là je sais pas. Très souvent je dis ouais je sais pas. T'es arbitre, t'es censé savoir. S'il vous plaît, vous qui regardez cette vidéo, arrêtez de dire ça aux arbitres. L'arbitre, il n'est pas là pour connaître toutes les règles par cœur et toutes les spécificités. En tant qu'arbitre de la FEC, on a très souvent des pavés qu'on reçoit de précision Games Workshop. Les règles, elles changent tous les 2 mois. J'exagère, mais tous les trimestres, elles changent parce qu'on a soit une data slate, soit des précisions sur les règles. Les gens du WTC, ils modifient aussi des règles parce qu'ils estiment que tel ou tel truc est trop déséquilibré. Donc on ne connaît pas toutes les règles par cœur. Notre travail, c'est d'aller sur une table et d'arbitrer une situation en regardant ce qu'il s'est passé. On va chercher la règle, nous, on va la regarder et on va l'expliquer, l'interpréter. On va être en mesure, par contre, de comprendre la règle et de l'expliquer, de l'interpréter. L'homme, c'est de comprendre ce qui se passe. Voilà. Après, tout connaître, non, mais savoir interpréter Alors, les choses. effectivement, quand on va me demander comment ça se passe une phase de tir, je vais savoir te le dire sans aucun problème. Comment Mais justement, c'était ma prochaine question. ouais, voilà. Comment on compare une force à la défense. Quand ma femme, je dis toujours, je regarde et je sais toujours, par exemple, force 7 sur endurance 6, c'est du 3+. Ma femme, elle est là, elle fait quoi? Et force 7 là, mais c'est endurance 7. Ouais, donc je fais du 3+. Non, du 4+. Ou alors je lui fais non, là c'est du 5+ carrément parce que j'ai un -1 pour blesser. Elle comprend Et ta femme pas. te pose vraiment cette question. Alors ma femme, elle m'a dit, ma femme m'a dit pour les lancers de dés, 3+, 2+, quand on voit les mecs qui lancent les dés à fond, parce qu'on a quand on joue, on a une cloque et puis on n'explique pas toujours. Aux nouveaux joueurs, j'essaye d'expliquer. J'essaye d'accompagner en fait mes lancers de dés par des explications. J'essaie de le faire aussi en stream. Je le fais très souvent en stream pour expliquer aux gens, pour que mon stream soit aussi un milieu où les gens vont pouvoir accéder au hobby. Je veux vraiment que ce soit une porte d'accès vers le hobby. Et ton stream, tu as l'impression que tu as plutôt des gros tournoyeurs parce que tu proposes quelque chose de compétitif, ou alors plutôt des gens qui découvrent et que tu vas emmener vers le compétitif? Alors, si tu le sais, hein, après c'est peut-être difficile. Non, mais alors en termes de communauté, pour être tout à fait franc, j'avais un peu mis le stream en pause et j'étais venu assez rarement. Je reprends le stream là, à cette rentrée-là, et donc je reconstruis un peu la communauté qui a perdu l'habitude de venir me voir, et l'algorithme aussi de Twitch, qui est un peu comme celui de YouTube, te met moins en avant quand tu es moins souvent présent. Donc aujourd'hui, je reconstruis ma communauté. Avant, effectivement, on avait quelques joueurs qui savaient bien jouer, qui étaient là à commenter la partie, certains même aidaient à jouer, en disant non, tu peux pas faire, là attention, il y a une fac Games Workshop qui dit que en fait tu peux pas parce qu'il y a tellement de complexité. Et c'était des joueurs qui connaissaient, mais il y en avait d'autres qui découvraient, qui disaient waouh, c'est très cool comme jeu, et qui étaient agréablement surpris de découvrir qu'on pouvait y jouer par un moyen comme TTS. Oui, forcément, parce que c'est beaucoup plus simple d'installer un logiciel. C'est beaucoup plus simple. Que de se lancer, de faire une armée. Voilà, tu joues avec tes potes. Moi, mon meilleur ami, il est resté en Alsace. On se voit très rarement, mais aujourd'hui avec TTS, je l'appelle et ce soir je fais une partie avec lui. Ça, c'est génial. Et il va mettre exactement la même armée qu'il a en figurine, parce que j'aime bien posséder les armées que je joue en figurine au bout d'un moment. Oui. L'armée compétitive que je vais jouer pendant cette saison, c'est aussi l'armée que je joue sur TTS. Mais on peut faire des tests avant d'acheter les figurines qui aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. Et ça, c'est cool.
Sauf chez MyHobbyPlace, bien sûr. Bien Pardon. évidemment, chez MyHobbyPlace avec bien évidemment le code OXAWA où vous pouvez gagner, vous pouvez vous économiser moins 20% et moi je gagne beaucoup d'argent. Alors, au montage, si on pouvait mettre un logo IGTV, ce serait pas mal. Voilà, Ok. ouais. Alors, Et justement, sur ta chaîne, en fait, le but, c'est quoi? T'as des attentes vis-à-vis de ta chaîne? C'est quoi l'idée? idéalement, ce serait Parce que là, actuellement, tu fais ça à plein temps ou tu as un travail à je côté? fais ça à plein temps. Ouais. J'ai des ressources qui me permettent de m'y consacrer à plein temps. Ça va pas durer éternellement. J'ai un tout petit peu plus d'un an pour lancer le contenu et espérer gagner suffisamment pour pouvoir en Continuer. vivre, Ouais. en tout cas survivre, avant d'être obligé malheureusement d'être appelé par la vraie vie et de reprendre un travail plus standard qui correspond Donc, à le ma but, formation c'est de de base. développer vraiment l'activité sur Oui, la chaîne. Ouais. j'aimerais beaucoup vivre de ça et transmettre cette communauté. C'est vraiment, c'est mon travail de rêve en fait. Ok. Donc, plutôt à travers Twitch ou plutôt à travers YouTube ou vraiment les deux, un équilibre? C'est Comment les tu deux. vois ça? Aujourd'hui, réalistement, à moins d'être un très gros qui était là avant les autres, le fonctionnement, en fait, c'est toujours une combinaison des deux. C'est rare que tu puisses fonctionner que par l'un ou que par l'autre. Alors là, j'imagine que dans les commentaires de la vidéo, les gens vont dire oui, mais attends, Indomitus, il a commencé avec juste ses vidéos et machin. Oui, il y en a plein qui fonctionnent que par l'un que par l'autre. Mais quand on se lance aujourd'hui, je suis un petit peu plus récent que ces gens-là. Euh, Ivy m'a dit, c'est simple, YouTube c'est pour être connu, gagner en notoriété, en communauté, et Twitch pour gagner un peu plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui YouTube ça rémunère moins Mm. qu'auparavant, et donc c'est une combinaison des deux. Et après, le métier de créateur de contenu à temps plein, c'est un ensemble de sources de revenus, donc pour parler un petit peu plus brut, que tu viens mettre bout à bout les unes des autres, hein. Donc tu as les revenus de Twitch avec la publicité, les gens qui regardent, tu as les revenus des abonnements, tu as les revenus YouTube, pareil, publicité. Après, tu as des partenariats, comme par exemple MyHobbyPlace, qui fait moins 20% sur l'ensemble de son catalogue, par exemple. Il y en a d'autres aussi. Et après, il y a les publicités, certaines boissons énergisantes ou autres, ou qui mettent des chèques en plus, des OPSP pour certains jeux, certains trucs, etc. Et c'est toutes ces sources de revenus que tu viens mettre bout à bout parce que je pense pas qu'on puisse vivre, à moins d'avoir vraiment trouvé un filon ou avoir de la chance, que d'un seul de ces filons, que d'un seul de ces sources de revenus. Mm. Ok. Et du coup, il y a le soutien de ta femme, j'imagine, hein, parce que là, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais vu tout ce que tu m'as dit, je pense que la réponse, elle va de Ah oui, soi. oui, bien sûr, elle me soutient dans mon projet. Elle-même, elle travaille dans l'audiovisuel, elle est monteuse vidéo. D'accord. Donc déjà, c'est super parce qu'elle elle m'apporte un petit peu de soutien pour le montage de mes vidéos. Elle m'a appris à le faire Ouais. parce que c'est important pour moi de maîtriser ce que je fais dans mon entreprise et d'être le moins dépendant possible de personnes extérieures. Mais elle m'aide, elle me soulage pour le découpage de vidéos, la pose des sons. Elle a Mm. encore un petit peu plus de précision que moi, ou ne serait-ce que pour me permettre de faire une petite pause entre l'enregistrement, la pose du son, la pose des images de mes vidéos. Elle m'aide. Elle m'a appris à monter, c'est quand même. Bah, c'est pratique hein, quand ça, tu as c'est quelqu'un. quand même, Quand tu as une hotline que tu peux appeler en disant hé chérie, s'il te plaît, Ouais, c'est comment vraiment. tu fais Voilà, c'est vraiment super. Et surtout, elle m'a fait découvrir cet univers du montage qui me plaît en plus énormément. Et c'est un vrai travail. Ok, donc du coup, toujours un subtil équilibre entre la chaîne YouTube avec le lore, ou tu veux essayer après peut-être sur la chaîne YouTube d'apporter autre chose, ou parce que J'ai tu as deux chaînes YouTube actuellement. j'ai 2 chaînes YouTube. Alors pourquoi j'ai 2 chaînes YouTube? Parce que c'est pour l'algorithme. Beaucoup de gens ont 2 chaînes YouTube. Il y en a une, c'est ma chaîne principale, Oxawa, qui propose des vidéos de lore. Il y a 2 concepts dessus aujourd'hui. Il y a le Codex Vulgaris, qui est vraiment ma plus grosse émission, qui traite des éléments de lore, en fait, et notamment le Codex Vulgaris Historia, qui propose toute la notion de chronologie, Ouais. en fait, successive que je suis en train de traiter et sur lesquelles je poste une vidéo tous les dimanches à 17h quand j'arrive à la finir à temps. Ça, c'est ma proposition et c'est ce que j'ai un peu sacralisé sur ma chaîne. C'est-à-dire que ça doit sortir. Ça fonctionne, ça plaît aux gens. Aujourd'hui, des gens attendent ce contenu. Ça me flatte énormément. J'ai des commentaires. Les gens ne se rendent pas compte du bien qu'ils me font en postant les commentaires positifs sur mes vidéos. Ça, c'est pas quelque chose où quand je travaillais à la Défense, on venait me dire c'est vraiment génial, là, ton Ouais. fichier Excel, il est vraiment trop cool. C'est le plus beau fichier Excel que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et j'en ai vu des fichiers Excel. Jamais. Et là, il y a les gens qui me remercient, qui ont vraiment des commentaires parfois dithyrambiques sur mes vidéos et ça me fait du bien, vraiment du bien. Donc ça, c'est ma priorité. Ensuite, j'ai un autre format qui s'appelle Vox Belly. J'en ai fait qu'une seule vidéo. Elle a un peu moins bien fonctionné parce que je l'ai un peu moins bien mise en avant. En fait, je lis les histoires qu'il y a dans les livres de règles et les codex.
quand on achète un codex de Warhammer 40 000 ou le livre de règles, on a parfois certaines pages où c'est écrit un peu en italique, où ça raconte une histoire sur 2 pages, en fait, avec, alors il se passe, c'est une escouade, moi ce que j'ai sur ma chaîne, ça s'appelait l'escouade Gaviane. C'était la première histoire qu'il y a dans le codex, qu'il y a dans le livre de règles de la V10, qui raconte une escouade d'ultramarines, forcément, ce sont les poster boys, ce sont voilà, d'ultramarines. Ils sont bleus, c'est beau. Qui va se battre, etc. Et donc je la raconte en faisant des effets de voix, des effets de son, d'ambiance, etc. et des images qui montrent les différents endroits où ils sont. Je m'appuie beaucoup sur l'IA et j'utilise les figurines de Games Workshop que je découpe en fait, que je mets sur le... Voilà, c'est différent de ce que je fais sur le Codex Vulgaris, j'ai trouvé ça cool. Ça prend énormément de temps, c'est incroyable. J'ai enregistré le 2e, déjà, depuis des mois, et j'arrive pas à le finir. J'aimerais beaucoup. Donc ça, c'est ce que je propose sur ma chaîne principale. Et ma chaîne secondaire, je mets toutes mes rediffusions de Twitch, puisque Twitch ne les garde pas indéfiniment. Ça me permet de les organiser un petit peu mieux comme je veux aussi. C'est là où je mets mes shorts. Donc mes contenus courts. Alors bon, j'en ai très peu pour l'instant. Et ça va être aussi un petit peu mon laboratoire pour essayer. J'ai plein d'idées. J'ai des concepts de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tourner. C'est-à-dire que j'ai en tête. J'en ai 2 là auxquels j'ai réfléchi. Non, mais j'en ai 2 auxquels j'ai réfléchi. Des sujets qui sont un petit peu plus contemporains et qui parlent à beaucoup plus de gens. Il y en a un, c'est les races et couleurs de peau des personnes humaines dans Warhammer 40 000. Parce que j'ai eu des commentaires. J'ai eu des commentaires sur ma vidéo. À un moment, je représentais le Haut Conseil de Terra à une époque donnée et j'avais choisi une image et il y avait une personne de couleur noire. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui me dit « Non mais attends, il n'y a plus de noirs dans 40K, c'est fini les noirs, on a arrêté !» J'ai répondu un pavé comme ça, je ne me suis pas énervé, j'ai essayé plutôt d'avoir le côté éducatif en expliquant qu'en fait, il n'y a plus de notion de couleur de peau. Et ça, c'est peut-être un des trucs positifs de Warhammer 40 000. C'est que tu n'as jamais un type qui va juger quelqu'un pour sa couleur de peau. Toutes les couleurs de peau sont les bienvenues dans tous les chapitres, etc. Et j'essayais d'expliquer aux gens, donc je vais le faire là déjà pour commencer, mais après, j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, la couleur de peau. Il y a des gens qui, pendant des dizaines de millénaires, ont été sur des planètes, par exemple, arides. Un peu comme Tatooine, c'est pas des planètes avec plusieurs climats, il n'y en a qu'un seul, c'est voilà, facile. Et donc forcément, ils vont bronzer au fur et à mesure, la génétique, ils vont devenir bronzés, de type, comment on pourrait dire, voilà. Et puis après, avoir la peau sombre. Il y en a d'autres qui vont vivre sur les mondes comme Valhalla, voilà, la peau très claire comme nos amis nordiques, forcément. Et on va avoir des planètes un peu plus comme notre Terre d'aujourd'hui, où on va avoir plusieurs couleurs de peau. Pareil, on m'a dit, mais attends, c'est quoi ça? Il y a encore eu une idéologie, on me parle de l'idéologie woke, où on me dit, là, dans Space Marine 2, quand tu joues, tu as Titus, qui est un homme blanc, et dans les 2 de ton escouade, tu as un homme noir et un homme au trait un peu asiatique. Il a les yeux un peu bridés. Il vient woke, c'est pas possible, les ultramarines, c'est tous des Romains un peu blancs, etc. Donc j'ai commencé à expliquer, à essayer d'éduquer les gens en disant, MacRage, qui est le royaume d'Ultramar, c'est 500 mondes, 500 planètes. Ose me dire qu'il n'y a pas un seul noir sur ces planètes, où ils recrutent tous. Alors certes, il y a le gène du Primarque, mais les mecs, à la base, ils sont nés de parents naturels, ils ne sont pas faits en éprouvette. Et les parents naturels peuvent être tout à fait noirs, asiatiques, bronzés, roux, ils peuvent avoir toutes les notions, et ça ne disparaît pas quand ils sont transformés en Adeptus Astartes. Et je pense que ça, c'est important de le dire aux gens. Parce que beaucoup de gens, et j'en viens au 2e sujet que j'ai envie de traiter, c'est la place des femmes dans Warhammer 40 000. Je m'y attendais là, à force, là. Du coup, je me suis dit, tiens, ça... Alors, j'ai pas de vision politique, qu'elle soit woke ou anti-woke. J'aime pas ce terme déjà, parce que ça met les gens dans des cases. C'est juste expliquer, aujourd'hui, les femmes dans Warhammer 40 000, parce que pour ceux qui regardent Warhammer+, ils ont regardé un épisode de The Tithes, qui signifie la dîme, donc c'est les impôts que payent les citoyens de l'Imperium de différentes manières au gouvernement, que ce soit des ressources militaires, des gens, etc., et aussi des psycheurs dans cet épisode-là, et on voit la première femme custodienne, en fait. Et les femmes custodiennes, ça avait fait un débat
monstrueux. Ça fait toujours plus ou moins débat. Ça fait toujours un débat, les femmes custodiennes. Là, qui ont récemment, il y a un été- article qui est paru dans Le Monde où, du coup, il y a de nouveau un petit J'ai vu, passage sur, ouais, voilà, effectivement. Oui, ils parlaient de Space Marine 2 et Ouais. ils ont dévié sur effectivement les ouais, femmes custodiennes. dévier, c'est le mot, je pense. Ils ont dévié sur les femmes custodiennes et sur ce débat. On a énormément de gens, note my hobby, j'arrête, je brûle mes figurines. Mm. Alors non, par contre, si vous souhaitez arrêter votre hobby parce que ça vous convient plus, n'hésitez pas à me On mettra l'adresse. Voilà, je vous enverrai mon adresse. Moi, je récupère, je recycle, il n'y a aucun problème. Et donc, je voulais expliquer la place des femmes de manière générale et surtout avec l'arrivée des custodiennes qui répond à un certain nombre d'exigences business aussi, et notamment en préparation de la série avec Henry Cavill sur Mhm. Amazon. Euh, je pense que c'est un sujet très intéressant et qui pourrait peut-être éduquer les gens, peut-être même essayer d'apaiser des tensions, parce que je vois pas de conflit forcément, et je pense qu'il y a vraiment un terrain où on peut mettre tout le monde d'accord sur ce hobby, pour qu'il reste ce qu'il est, à savoir une bulle où on se sent bien et on Après, est-ce que commence t'as pas pas à se taper l'impression que dessus. de toute façon, ces personnes-là, elles sont un peu extérieures au hobby et c'est juste une façon d'extérioriser leurs propres pensées, sans lien avec le jeu lui-même, en fait. T'as des vieux du hobby, donc j'ai pas envie de dire que ces gens-là sont extérieurs au hobby, parce que t'as les vieux de la vieille. Alors les vieux de la vieille, comme on le disait avant en off, hein, pour beaucoup, c'était mieux avant. Il y en a beaucoup, c'est ça. Hein, moi, je suis resté à mes valeurs de blindage. Voilà. Et je veux pas entendre parler de vos véhicules qui ont des points de vie. C'est comme ça et ça bougera jamais. Je joue en V3 et hardcore jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai pas de problème avec ça. Moi, je leur dis, il n'y a pas de souci. Et peut-être même à l'occasion, si je me rafraîchis les règles, je ferai une partie contre toi. Il n'y a aucun problème. Par contre, accepte que moi, je joue en V10. Et accepte que, aujourd'hui, Games Workshop a introduit maladroitement des femmes chez les custodiennes. Parce qu'il y a des façons super élégantes, super classe que Games Workshop a à travers ses livres de Black Library, à travers ses vidéos, etc. pour introduire de nouvelles factions, de nouvelles personnes, ou tout simplement de la nouveauté, que simplement un message Twitter. Ça, c'était peut-être un peu maladroit. C'est peut-être ça qui a énervé plus les Après, c'est gens. le problème et- de notre monde avec la communication où tu as envie de répondre Voilà. tout de suite parce qu'on te demande une réponse tout de suite et que tu n'as pas forcément prévu et que le gars qui appuie sur le bouton envoyer, c'est pas forcément le gars qui aurait dû le faire. Mais... Il y a peut-être effectivement le stagiaire qui aurait dû s'abstenir. Et ça nous prouve encore une fois aussi que la communication, c'est aussi un métier à part entière. C'est un vrai métier de communiquer, de savoir quand, comment, quoi dire, à qui, pourquoi. Nous, en stream, on l'apprend. On sait très bien qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On doit en tout cas dire nos messages, on doit les dire d'une certaine manière. Et ne serait-ce que pour respecter nos interlocuteurs, en fait, ou essayer de prendre en compte ce qu'ils ont à dire, même si on n'est pas d'accord avec eux. On est en France, on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais cette personne doit avoir le droit de s'exprimer de manière, on va dire, en règle avec les lois, bien évidemment, du pays. Ok. Bon, bah, je vois qu'on a vraiment un joueur très complet. Hein. Là, je reviens sur le terme de Vince avec le côté peinture, le côté. Est-ce que tu fais de la conversion? Oui, Ah, bah oui, parce qu'il manquait ça en fait. Bien Conversion, sûr. peinture, Ouais, jeu, ouais. esprit, Ah oui, oui. esprit de jeu. Esprit de jeu, bien sûr. Moi, le fair play, c'est plus important. Je préfère perdre une partie en ayant respecté les règles à la lettre qu'en essayant de détourner quelque chose pour obtenir une victoire sale. Ça Est-ce que m'intéresse pas. ça, t'as l'impression que c'est un état d'esprit qui est partagé par la plupart des joueurs compétitifs actuellement? Oui, la communauté est plutôt saine. En tout cas, la communauté que j'ai pu fréquenter à Paris, elle est plutôt saine. On a toujours, avec le Il y a des stress et exceptions, bien sûr. l'enjeu, au bout d'un moment, il y a un enjeu quand même. Hein. On peut finir en équipe de France, on peut aller représenter l'équipe. Il y en a pour qui le hobby, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y en a, ils éteignent le cerveau le soir en quittant le travail, et le hobby, c'est vraiment leur deuxième vie, leur vraie vie d'ailleurs, puisque le travail, c'est juste un moyen de mettre un sandwich dans l'assiette. Et puis il y a des gens pour qui c'est le hobby tout le temps. J'aimerais, en tout cas, c'est mon souhait, je l'appelle de mes voeux, que ce soit le hobby tout le temps et que ce soit mon travail. Oui, très clairement. C'est déjà le cas plus ou moins maintenant. Alors Après, aujourd'hui, voilà. c'est le cas, effectivement. On ne sait pas ce dont on est fait demain, Donc mais après, en tout on cas, là, peut- tout de voilà. suite, c'est ce que tu vis. Donc, Effectivement. Alors, j'en vis pas encore, mais je vis aujourd'hui pour le hobby. On va voir aujourd'hui et demain, quand les réalités financières auront rattrapé, est-ce que j'aurai percé? Est-ce que plus de monde viendront me voir? Est-ce que j'aurai réussi à trouver peut-être d'autres aussi vidéos ou sujets qui vont les intéresser pour faire agrandir la communauté? Peut-être que mon message va passer aussi. C'est toujours difficile. Là, je parle, j'ai l'impression d'avoir rien dit en je sais pas combien de temps on est ensemble. oh, je pense que tu as quand même suffisamment dit de choses. Ouais. Et j'ai Alors, encore si tu tellement veux de choses à réclamer dire. une heure de plus, ça peut être possible. Hein, parce que... Ouais, mais là, on peut le faire. Je peux faire la suivante, hein, aucun souci. Hein. Et ben du coup, on va arrêter là. Et ben voilà.
C'est la fin de la saison 2. C'est la fin de la saison. Allez hop, on arrête tout, on arrête tout. Tout a été dit. Voilà. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est super sympa. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah oui, c'est super. Dans un vrai studio incroyable. En tout cas, merci à vous tous. Merci à toi, premièrement. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Donc, vous pouvez vous abonner, bien sûr, à la chaîne My Hobby Place. Comme on vous l'a dit, vous avez aussi la possibilité d'acheter, bien sûr, vos figurines chez My Hobby Place. Merci beaucoup. Christophe, bientôt Christophe, on le verra un jour, peut-être, sans doute. Et puis, sinon, vous avez les liens vers les médias d'Oksawa. Et puis, je te dis à une prochaine. Et à la prochaine. Salut. Allez, salut.